La vague de terreur ne s'arrête pas en Israël. Deux nouvelles attaques au couteau aujourd'hui encore à Jérusalem. Une femme de 70 ans blessée tout à l'heure. Dans les deux cas, les terroristes ont été abattus par les forces de l'ordre. Les pays arabes du Golfe sous la protection d'armes israéliennes. Le système Dôme de fer pourrait équiper les monarchies qui craignent une attaque de l'Iran dans le futur. Et puis plusieurs milliers de policiers dans la rue à Paris, manifestation rarissime pour dénoncer les dysfonctionnements entre police et justice après l'affaire du policier blessé par un détenu en permission. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir. Même si elles peuvent s'espacer, les attaques ne cessent pas en Israël. Deux attaques au couteau encore aujourd'hui. La première cet après-midi à l'entrée de la vieille ville où un Palestinien de 19 ans a tenté de poignarder un policier avant d'être abattu. La deuxième attaque a eu lieu il y a à peine une heure, cette fois dans la gare centrale, gare routière centrale de Jérusalem, où un autre Palestinien s'en est pris à plusieurs passants avant d'être à son tour abattu. Il a notamment poignardé une femme de 70 ans qui est dans un état jugé assez sérieux. On est en ligne avec Sarah Bloom. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Vous étiez, on va dire, en première ligne puisque vous avez, Sarah, donné l'alerte tout à l'heure lors de cette attaque. Racontez-nous ce qui s'est passé. Tout simplement, je marchais sur le trottoir et j'allais en direction d'un immeuble qui s'appelle Shaarei à Ir, qui est juste à l'entrée de Jérusalem, et j'allais chez le médecin, tout simplement. Et j'étais au téléphone avec ma mère, qui habite à l'étranger, et j'ai vu cet homme, jeune homme, relativement, qui marchait vers moi et qui avait la main comme ça de côté, qui tirait quelque chose de sa poche, et c'était un couteau. Et là-dessus, je me suis arrêtée net, et il a vu que je l'avais vu, puis j'ai commencé à hurler, tout simplement, help, mechabel, qui veut dire terroriste en hébreu. Et j'ai commencé à courir pour me mettre à l'abri, puis ensuite j'ai vu des enfants, en fait, j'ai entendu des enfants hurler avec moi, mechabel, mechabel, terroriste, terroriste, et lui s'est mis à courir aussi. Il avait un comportement très étrange, hein. Il marchait un peu en diagonale, il avançait vers moi, enfin, c'était rien de normal. Et donc ils ont commencé à courir dans son sens et moi je me suis retournée, j'ai commencé à courir dans le même sens aussi vers lui, en fait, pour lui faire peur et pour hurler et pour prévenir les gens. Donc j'ai continué à hurler, mechabel, 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 et au bout de 5 minutes, 5 secondes, pardon, j'ai pas trop la notion du temps là-dessus parce que ça s'est passé très vite. Ils l'ont abattu, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu bien évidemment. Puis moi, au moment où les coups de feu ont retenti, je suis allée me réfugier dans un truc de loto orange, là, en métal. Et je me suis cachée là-dessous pendant 10-15 minutes pour me calmer. Et puis voilà. Et puis depuis, j'essaie de retrouver un petit peu mes esprits. Est-ce que vous avez vu le moment où il a poignardé justement une passante juste après? Non, heureusement que je ne l'ai pas vu. Simplement, j'ai entendu bien après coup, j'ai vu d'abord une jeune fille arriver en larmes en disant qu'il y avait une femme malade, qu'elle était malade, qu'il fallait faire attention, etc. Et je pense que c'était ou sa fille ou sa nièce, j'en sais rien. Enfin, toujours est-il que les unités de sauvetage de Hatzalah, quand je leur ai demandé s'il avait poignardé quelqu'un, ils m'ont dit probablement pour me calmer que non, mais j'ai appris par la suite que si. Donc bon, voilà. J'ai eu énormément de chance et j'ai eu aussi les bons réflexes et je dois dire quelque chose, c'est qu'il est très important pour tous les Israéliens de prendre des cours de self-défense parce que je pense que c'est aussi ça qui m'a permis d'avoir certains réflexes ce soir et de se protéger au maximum et de faire très attention. C'est-à-dire je sais que c'est stupide, j'aurais pu regarder en une fraction de seconde dans une autre direction et m'aurait planté. C'est-à-dire que vous étiez sur vos gardes, Sarah, en raison évidemment du climat actuel. Tout le monde est vigilant et vous regardez aussi devant vous. Oui, et Dieu sait que je suis quelqu'un de gauche, j'ai déjà parlé de politique sur votre plateau. Je suis pas quelqu'un de raciste, évidemment. C'est pas parce qu'il était arabe que je me suis mise à crier, c'est parce que j'ai vu un couteau sortir de sa poche. La réalité, elle est là. Merci Sarah. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je voulais simplement dire que y a différents débats, mais là le débat c'est qu'il y a quelqu'un qui a voulu me poignarder ce soir et que j'ai eu énormément de chance et que j'aurais pu ce soir être à l'hôpital sérieusement.
Et voilà, et je crois que c'est important vraiment de focaliser là-dessus. C'est pas simplement de la terreur, il aurait pu ruiner ma vie ce soir. Il ruine la vie de plein de gens en ce moment. Et j'en ai marre d'entendre ce qui se passe dans les médias en France, sur les médias britanniques où c'est encore pire, les médias internationaux en général. J'aimerais vraiment que ce que je suis en train de dire chez vous ce soir passe ailleurs, et je vais essayer de le dire partout. Parce que j'ai une certaine légitimité à le dire, dans la mesure où je ne suis pas de droite, je ne suis pas une raciste de base, etc. Je suis quelqu'un qui est, et c'est connu, plutôt de gauche et plutôt pacifiste. Mais il y a un moment donné, il y a une situation qui est intenable. Et là, c'était ma vie qui était en jeu. On parle plus de politique, on parle plus de rien, c'était juste ma vie en fait. Et ça, c'est très important que ça soit dit, c'est que ça ruine littéralement l'existence des gens. Merci. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Je pense que c'est important, c'est tout. C'est très bien de l'avoir dit. En tout cas, sur notre antenne, merci pour ce témoignage en direct. On vous laisse vous remettre de vos émotions bien légitimes. Merci Sarah Bloom pour ce témoignage en direct. Donc après cette deuxième attaque qui a eu lieu il y a moins d'une heure dans la gare centrale de Jérusalem. Jérusalem où la journée a été très tendue aujourd'hui, car les nouvelles mesures de sécurité annoncées par Benjamin Netanyahou sont entrées en vigueur dans une ville qui vit avec la psychose, comme on vient de l'entendre. Reportage de nos équipes sur place avec Joseph Emmanuel. Voici la réponse du gouvernement israélien aux attaques d'une rare violence qui frappait Jérusalem ce mardi matin. Les deux terroristes venaient de ce quartier arabe de Jérusalem-Est, Djabel Moukabar. Les automobilistes palestiniens seront désormais contrôlés, en tout cas ceux qui voudront se rendre du côté ouest de la ville. Certains habitants comprennent. Ça ne me dérange pas, aucun problème. Et d'autres ne comprennent pas. C'est très humiliant pour nous, les Arabes. C'est compliqué, on ne sait pas ce qui va se passer, nous n'avons rien fait. Et ils ferment tout, regardez, ils font des contrôles d'identité. Côté ouest de Jérusalem, si certaines voix s'élèvent pour décrier une séparation de la ville sainte, rares sont ceux qui s'opposent à ces contrôles. Les deux attaques de mardi ont coûté la vie à 3 Israéliens, des attaques particulièrement barbares. L'opinion publique est choquée. Chaque citoyen doit avoir une arme ou quelque chose, car ils attaquent l'homme de la rue, donc on doit se protéger. Mais la détention d'armes à feu est très encadrée en Israël. Certains s'arment alors comme ils le peuvent. Celui-ci est vraiment très bien. Face à cette nouvelle forme de terrorisme, le gouvernement a décidé de renforcer la présence militaire. Les barrages de police se multiplient et l'objectif est simple, intervenir le plus rapidement possible en cas d'attaque au couteau. Ces attaques se multiplient depuis plusieurs semaines. Pas plus tard que cet après-midi, également en début de soirée, 2 attaques ont été déjouées par les forces de sécurité israéliennes. Alors on le sait, cette série d'attaques est interprétée de manière très différente, évidemment, que ce soit côté israélien ou côté palestinien. Côté palestinien notamment, où l'une des attaques, celle de Pisgat Ze'ev, orchestrée par 2 jeunes adolescents palestiniens, a fait l'objet d'une polémique. La famille de ces 2 adolescents palestiniens estimant qu'ils n'étaient pas armés et qu'ils ont été abattus sans raison par les forces de l'ordre israéliennes. Les 2 sont d'ailleurs hospitalisés. Mais la police israélienne a tenu à montrer aujourd'hui les images de l'attaque pour dissiper toute polémique et tout malentendu. Les images qui sont édifiantes. Maxime Pérez. Voici les images des caméras de surveillance de la police israélienne. En apparence calme, ces 2 adolescents palestiniens cherchent en réalité une cible qu'ils trouvent au bout de quelques secondes. Les 2 jeunes réapparaissent à l'écran armés d'un couteau. Ils tentent de tuer un premier passant qui parvient à les semer. L'homme est pourtant grièvement blessé. Les 2 tueurs poursuivent leur périple meurtrier, leur arme à la main. À cet instant, un jeune adolescent israélien sort d'une épicerie et reprend son vélo. À peine parti, il est violemment projeté au sol et poignardé par les 2 Palestiniens. Blessé au cou, la victime est transférée à l'hôpital dans un état critique. Les propriétaires du commerce sont alertés par les cris et tentent de prendre en chasse les terroristes. Les 2 Palestiniens achèvent leur périple meurtrier sur les rails du tramway qui traverse le quartier de Pisgat Ze'ev. Cette fois, 2 policiers israéliens les interceptent. Un premier assaillant est abattu. Le second sera grièvement blessé. Ces images ne laissent aucune place au doute quant aux intentions de ces 2 jeunes Palestiniens, âgés de 13 et 16 ans. Leurs 2 victimes avaient le même âge. L'une d'entre elles se bat toujours pour rester en vie.
On va se rendre tout de suite à Jérusalem où nous attend l'un de nos envoyés spéciaux, Julien Baloul. Bonsoir Julien. Vous avez donc vécu une fin d'après-midi très agitée, malheureusement rythmée par ces attaques, alors que la journée avait été plutôt calme. Oui, on peut même dire plus de 24 heures assez calme, puisque la dernière attaque datée d'hier matin, une matinée noire en Israël. On s'en souvient avec 4 attentats. Certains pensaient naïvement finalement que le calme était bel et bien revenu. En vain, puisqu'il y a eu 2 attaques aujourd'hui. Une première donc à quelques pas d'ici vraiment, puisque je suis à l'entrée de la vieille ville du côté de la porte de Damas, où vraiment en quelques secondes, je vous le rappelle, un homme suspect s'est approché des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre lui ont demandé de se reculer et il a sorti un couteau. Il est parti en courant. Les forces de l'ordre l'ont éliminé sur place. Rapidement, les forces de sécurité ont bouclé la zone. Les caméramans du monde entier sont arrivés pour filmer les événements. Le sang a été nettoyé par les services municipaux. Il y avait beaucoup de colère, beaucoup de tensions sur place. Nous étions en train de discuter avec la police, avec d'autres collègues des télévisions internationales, lorsque soudainement les policiers ont reçu des informations faisant état d'une autre attaque à la gare routière. Ils sont partis en courant, vraiment, ils ont démarré au quart de tour. Ils sont partis en courant à la gare routière donc pour cette deuxième attaque qui a fait 2 blessés, dont une femme à peu près d'une soixantaine d'années. Plusieurs personnes en état de choc également. Donc la tension est de nouveau très présente ici, Jean-Charles, à Jérusalem. Je dois décrire quand même une scène qui est assez étrange. On l'a vu ici, on le voit également à la gare routière de Jérusalem. Il y a finalement toutes les caméras israéliennes et du monde entier qui sont comme ça en arc de cercle au milieu de la scène où a eu lieu l'attentat, et avec les passants qui regardent, les habitants arabes israéliens, les habitants palestiniens, les habitants israéliens juifs également. Et tout le monde regarde comme si certains attendaient la prochaine attaque. Il y a finalement une sorte de résignation, une sorte à côté morbide un petit peu exact dans ces scènes qui est assez impressionnant à voir. Merci Julien, on vous retrouvera un petit peu plus tard évidemment toujours en direct de Jérusalem pour évoquer donc cette situation et cette tension. Et au moment où d'ailleurs Mahmoud Abbas, le leader palestinien, doit prendre la parole à la télévision palestinienne, on y reviendra un petit peu plus tard, eh bien les États-Unis et la France sont bien décidés eux à arrêter cette spirale de la violence et à relancer les discussions entre les deux parties. John Kerry s'est d'ailleurs exprimé hier soir depuis les États-Unis pour donner son interprétation de la situation actuelle en Israël et dans les territoires palestiniens. Léa Berdugou. La situation est trop volatile, trop dangereuse. Déclaration de John Kerry à propos de la vague de violence en Israël et dans les territoires palestiniens. Le secrétaire d'État américain est annoncé bientôt au Proche-Orient. Il a également évoqué l'existence d'une forte frustration sur le terrain. À moins qu'il y ait des progrès, la solution à 2 États ne sera plus possible. Il y a eu une augmentation massive des colonies au cours de ces dernières années. Aujourd'hui, vous avez cette violence parce qu'il y a une frustration qui grandit. Et une frustration chez les Israéliens qui ne voient aucune évolution. Donc je regarde toute cette situation et cette frustration qui pourrait exploser. Et je prie et j'espère que ce ne sera pas le cas. John Kerry a demandé aux responsables politiques de condamner la violence et de s'abstenir de faire des déclarations provocatrices. Même si Benjamin Netanyahou ne lui a pas répondu directement, le Premier ministre israélien s'est dit disposé à reprendre les négociations avec les Palestiniens sans condition. Israël veut la paix. Je veux la paix. Je souhaiterais que nous reprenions les pourparlers de paix avec nos voisins palestiniens sans conditions préalables. Et ces négociations seront difficiles. Pour obtenir la paix, le terrorisme doit cesser. Et de vraies mesures de sécurité doivent être implémentées sur le terrain. Dans ce climat très tendu, l'Élysée a également exprimé son inquiétude. Paris s'est dit très concerné par la tournure des événements. Le porte-parole du gouvernement a déclaré que la France fera tout pour éviter une escalade. De son côté, la Jordanie a exprimé sa réprobation face à la décision d'installer des postes de contrôle autour de Jérusalem-Est. Dror Even-Sapir avec nous, bonsoir, analyste politique. Alors, cette vision de John Kerry, c'est pas exactement celle qu'ont les Israéliens, parce que c'est vrai que lui, il voit un lien direct entre les constructions en Cisjordanie, constructions israéliennes, et cette vague de violence. Ouais, c'est très étrange, hein, Jean-Charles, que le secrétaire d'État américain puisse s'exprimer de cette manière, parce que tout le monde s'accorde à dire, les terroristes eux-mêmes le disent, que leur principale motivation, c'est ce qui se passe ou ce qu'ils croient qu'il pourrait se passer
sur l'esplanade des mosquées au mont du Temple, à savoir les soi-disant visées israéliennes pour changer le statu quo, et voire même pour construire le troisième temple en lieu et place de la mosquée d'Al-Aqsa. Bien évidemment, on l'a dit et redit à plusieurs reprises, c'est un mensonge colporté par certains éléments islamistes en Israël même, mais John Kerry établit un lien entre la vague de violence actuelle et les constructions dans les implantations israéliennes. Qui peut croire, John Kerry mis à part, que si demain Benjamin Netanyahou annonçait un gel total des constructions dans les implantations, les terroristes ou apprentis terroristes cesseraient de semer la terreur dans les rues de Jérusalem, comme on vient de le voir, ou ailleurs en Israël. C'est complètement en dehors de la réalité. Et puis la manière dont, on l'a vu dans le reportage, la manière dont John Kerry présente les choses comme un conflit entre Israéliens et Palestiniens mis sur un pied d'égalité, alors que tout de même, on a affaire à une campagne de terreur, à plusieurs attentats terroristes qui viennent du côté palestinien et qui ont commencé, on s'en rappelle, avec l'assassinat du couple Henkin en Cisjordanie. Alors de deux choses l'une, soit John Kerry ne sait pas de quoi il parle, et c'est très inquiétant, déjà pour les États-Unis et leur politique étrangère, bien évidemment, soit John Kerry, intentionnellement, veut faire porter à Israël la responsabilité de la dégradation de la situation. Et là aussi, c'est inquiétant. Peut-être un peu plus pour Israël que pour les États-Unis. Alors, la visite attendue, en tout cas annoncée de John Kerry ici, les entretiens qui ont lieu ce soir entre Fabius et Kerry, justement, ça laisse augurer de quoi? D'une tentative de rouvrir très vite des négociations entre Israéliens et Palestiniens? Mais, écoutez, on a nettement l'impression, et le ton employé par John Kerry, et encore une fois, les contre-vérités qu'il a exprimées, renforcent cette impression que les États-Unis, de plus en plus, se désintéressent des affaires moyen-orientales. Après les fiascos irakiens, syriens et la brèche créée par le retrait américain, les Russes se sont empressés de s'y placer. Mais on a nettement l'impression que les Américains tournent le dos aux affaires moyen-orientales. John Kerry a dit que oui, il se rendrait sur place, mais il n'a pas annoncé de date, il n'a pas non plus annoncé de projet précis. Se rendre sur place à Jérusalem et à Ramallah, oui, mais pourquoi faire finalement? Pour relancer un processus de paix, alors que la méfiance est à son comble entre Israéliens et Palestiniens, entre dirigeants israéliens et Palestiniens. Il sait lui-même que c'est irréaliste, il s'y est lui-même cassé les dents l'an dernier avec ces 9 mois de pourparlers qui n'ont mené à absolument aucun résultat. Donc on a un petit peu l'impression que John Kerry se paye de mots. La situation se dégrade, donc le secrétaire d'État américain ne peut pas ne pas en parler, mais il en parle mal, encore une fois, on vient de le dire, et d'une manière, encore une fois, qui montre que les Américains, échaudés par leurs échecs et par leurs erreurs concernant leur politique moyen-orientale, tournent le dos de plus en plus aux réalités locales. Et c'est plutôt inquiétant, quoi qu'on pense encore une fois de la politique américaine au Moyen-Orient, c'est plutôt inquiétant parce que les États-Unis, qu'on le veuille ou non, reste l'une des seules puissances à pouvoir imposer un règlement du conflit et une accalmie, même si, encore une fois, en ce qui concerne ce qui nous intéresse aujourd'hui, la campagne d'attentats, on a affaire à un conflit qui prend de plus en plus des aspects religieux, avec des arguments qui sont irrationnels. Par conséquent, avec toute la meilleure volonté du monde, il serait très difficile de faire revenir, de revitaliser un processus de paix moribond. Merci Dror Even Sapir. On va se rendre justement en Cisjordanie, dans les territoires palestiniens, à Bethléem, où se trouve Cyril Amar. Bonsoir Cyril. On parlera dans un instant de Mahmoud Abbas, qui s'exprime en ce moment à la télévision palestinienne. Mais d'abord, la situation aujourd'hui, il y a encore eu des affrontements entre manifestants palestiniens et soldats israéliens? Oui, retour au calme, Jean-Charles, ce soir ici à Bethléem, en Cisjordanie, au sud de Jérusalem, après de violents échauffourées, de violentes émeutes entre manifestants palestiniens, jeteurs de pierres et forces de l'ordre armées israéliennes. Ça s'est passé après les funérailles d'un Palestinien de 27 ans, Mouattaz Zouaré. Il a été tué hier par l'armée israélienne après avoir tenté de lancer une bouteille incendiaire sur les forces de l'ordre. Alors c'est un grand classique ici dans les territoires palestiniens. Immédiatement après les obsèques, des jeunes manifestants, souvent cagoulés, s'en prennent aux forces de l'ordre, jettent des pierres, des cocktails Molotov. Donc dès que nous sommes arrivés ici avec nos équipes, toute la rue était remplie de manifestants qui tentaient d'en découdre avec l'armée israélienne. Rapidement, les soldats ont dispersé la manifestation à coups de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogène. Et vous voyez derrière moi, la rue est à présent vide. Semble-t-il, tout le monde est rentré chez soi pour écouter le discours de Mahmoud Abbas.
Merci Cyril Amar. On vous retrouvera tout à l'heure justement pour évoquer ce que dit Mahmoud Abbas, parce que c'est pas tout à fait terminé et on voit qu'il y aura des choses à commenter parce que c'est visiblement très loin d'une tonalité d'apaisement. Donc on vous retrouvera un petit peu plus tard, toujours en direct de Bethléem. On va revenir évidemment sur la situation sécuritaire tout au long de cette édition. Évidemment, à tout moment, s'il se passait quelque chose à Jérusalem. Mais l'information qui ne laisse pas indifférent également ce soir, elle n'est pas encore officialisée. En tout cas, plusieurs pays arabes du Golfe seraient actuellement en négociation pour acquérir du matériel militaire israélien. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du fameux système Dôme de fer, afin de se protéger d'une éventuelle attaque iranienne. Maxime Pérez. L'industrie militaire israélienne est peut-être sur le point de décrocher le jackpot. En jeu, un méga contrat avec les pays du Golfe autour de l'acquisition de plusieurs systèmes de défense antimissiles, des centaines de milliards de dollars, croit savoir la chaîne d'information britannique Sky News. La nouvelle est d'autant plus surprenante qu'en général, l'État hébreu s'interdit de livrer des armements de pointe à des pays avec lesquels il n'entretient aucune relation diplomatique. Mais dans le contexte de tensions régionales avec l'Iran, surtout après l'accord sur le nucléaire, Israël a opéré un nouveau rapprochement avec les pétromonarchies du Golfe. L'information a été confirmée par Khalid bin Mohammed Al Khalifa, ministre des Affaires étrangères du Bahreïn, en visite à Londres cette semaine. Les Israéliens ont leur petit dôme de fer. Le Conseil de coopération du Golfe en aura bientôt un bien plus grand. Ce grand dôme de fer, c'est en réalité un véritable bouclier antimissile qui inclurait plusieurs systèmes antiaériens, à l'instar du missile Arrow, développé conjointement par Israël et les États-Unis, ou encore le système Baguette Magique, conçu pour neutraliser les roquettes de moyenne portée. Il sera opérationnel dans 1 an en Israël. Contactée par notre chaîne, la société Rafael, qui développe les systèmes Dôme de fer et Baguette Magique, dit ne pas être au courant des informations publiées sur l'imminence d'un contrat avec les pays du Golfe. Pour autant, elle ne dément pas que des contacts ont été engagés avec ces mêmes pays. Des sources diplomatiques arabes laissent également entendre que le Conseil de coopération du Golfe serait intéressé par l'acquisition de plusieurs batteries antimissiles de technologie israélienne. Mais la transaction serait conditionnée à une relance du processus de paix avec les Palestiniens et à des concessions israéliennes. Alors, notre expert militaire pour le Moyen-Orient, Jacques Neria, est là. Bonsoir Jacques. Alors, on sait, et on le sait grâce à vous d'ailleurs, qu'il y a bien une tentative de réchauffement entre l'Arabie Saoudite et Israël, mais de là à imaginer qu'on vende un système Dôme de fer à ces pays, est-ce que c'est allé trop vite ? On est bien loin de ça. Et, dans les composantes du système de Dôme de fer et dans ce qu'on appelle Kela David, et d'autres systèmes beaucoup plus perfectionnés, beaucoup plus performants avec des radars très puissants qui savent intercepter les missiles à de grandes distances. Il y a des composantes américaines. Donc, ce qui fait que Israël ne peut pas vendre quoi que ce soit dans ce genre de système sans avoir l'approbation des Américains. Les Américains sont loin d'être prêts à vendre leur technologie et que cette technologie arrive à des mains qui ne sont pas tellement expertes ou qui sont, je dirais, douteuses de leur point. Donc, au grand maximum, les Américains vendraient des systèmes qui seraient américains ou américanisés et non pas des systèmes israéliens. Donc, pas de, même si les Américains servent d'intermédiaires, parce qu'on ne peut pas imaginer une négociation directe. Vous dire que ça ne va pas se passer, vous dire que c'est totalement aberrant, non. La preuve, c'est qu'à Bahreïn, il y a quelques années, comme vous le savez, après, avec l'issue du célèbre Maprour, qui a été soi-disant éliminé par les services du Mossad, donc les systèmes d'observation de toute l'île là-bas étaient tout simplement des systèmes israéliens qui étaient fournis par une société israélienne, naturellement, je dirais, au détriment du Mossad, qui n'était pas au courant de cette transaction-là. Donc il y a des systèmes électroniques, des systèmes qui sont invisibles, qui sont vendus, des technologies qui sont passées à partir d'Israël aux pays du Golfe, ou aux pays qui sont jugés par le ministère de la Défense être, je dirais, acceptables du point de vue israélien, mais de là à passer le cap à vendre des missiles, je dirais, Israël serait bien content de faire, je dirais, des affaires avec le Golfe, avec l'Arabie Saoudite. Ce sont des milliards de dollars qui viendraient renforcer la caisse israélienne. Malheureusement, l'oncle Sam
n'est pas là. Bon, alors en attendant que ce contrat se réalise, s'il se réalise un jour, il y a ces images diffusées par la télévision iranienne aujourd'hui. Une base souterraine où seraient stockés des missiles longue portée, une base qui serait creusée à plus de 500 mètres sous terre. L'Iran affirme d'ailleurs que cela doit dissuader ses ennemis, et évidemment on pense à Israël, de toute attaque sur son sol. Les Américains qui s'inquiètent de ce programme de missiles balistiques iranien estiment qu'ils ne violent pas l'accord sur le nucléaire iranien, mais qu'ils violent en revanche sans doute des résolutions de l'ONU. Jacques Neria, ça mérite là aussi un éclairage, parce que là, ce que l'Iran montre, c'est quand même assez inquiétant. Je suis totalement surpris, je suis ébahi par cela, pour vous dire que comme quoi les Iraniens vont nous surprendre. Chaque jour, il y aura un autre lapin qui sortira. Et donc, il ne faut pas être surpris finalement par le fait que les Iraniens sont tout simplement dupes et vont essayer de tromper tout le monde. Et jour après jour, on se rend compte que l'accord nucléaire peut-être est un accord qui va retarder l'effort nucléaire iranien, mais de fait, je dirais, ça ne va pas éliminer la volonté iranienne d'arriver à un stade où, si jamais la décision va tomber, ils seront capables en un rien de temps de se préparer à un nucléaire contre Israël. Ces missiles-là, et donc les résolutions de l'ONU qui seraient violées... Alors, ces missiles-là, tout simplement, vont empêcher, comme tout est enchevêtré, donc les résolutions de l'ONU, avec le nucléaire iranien, avec les sanctions, tout cela va ensemble. Le Congrès américain va être beaucoup plus difficile à accepter le fait de relâcher, je dirais, les rênes des sanctions contre l'Iran, vu ce missile balistique très précis d'ailleurs qui a été dévoilé par les Iraniens et par ce système souterrain de missiles, donc qui soi-disant serait impossible à attaquer. Tout cela. 500 mètres sous terre, c'est réalisable. 500 mètres sous terre. 500 mètres, je dirais, il y a des mines qui sont profondes autant que ça, mais à 500 mètres sous terre, déjà, la chaleur, il y a beaucoup d'éléments qui sont, c'est une architecture qui doit être vraiment géniale pour pouvoir supporter un tel enchevêtrement de canaux souterrains avec des missiles et tout ça. Donc, on sort à partir d'une sortie, et une sortie, c'est très vulnérable. Bon, donc voilà pour cette analyse d'images qui ont été diffusées aujourd'hui, avec des buts évidemment de propagande par la télévision iranienne. Merci Jacques Neria, expert donc Moyen-Orient pour i24 News. Dans un instant, on va marquer une pause, mais on va revenir évidemment sur la situation en Israël. On vous parlera notamment du discours que prononce en ce moment même Mahmoud Abbas, le président palestinien, et notamment de cette phrase qu'il a prononcée tout à l'heure, qui conforte évidemment la vision qu'ont les Palestiniens de cette vague d'attentats qui frappe Israël. Eh bien, il accuse Israël d'exécuter délibérément des enfants palestiniens dans les rues. Voilà donc ce que vient de dire Mahmoud Abbas. On appellera Cyril Amar, qui est à Bethléem dans un instant. Et puis on reviendra évidemment sur les 2 attaques au couteau, les 2 dernières en date de tout à l'heure à Jérusalem, qui ont fait un blessé, au moins un blessé grave, une femme de 70 ans. Les 2 terroristes ont été abattus à chaque fois. À tout à l'heure, une pause et on revient. Deux nouvelles attaques au couteau à Jérusalem. Une femme de 70 ans a été blessée tout à l'heure. Dans les 2 cas, les 2 terroristes ont été abattus par les forces de sécurité. La vague de terreur ne faiblit pas. Les pays arabes du Golfe pourraient être placés sous la protection d'armes israéliennes. Le système Dôme de fer pourrait bien équiper les monarchies du Golfe qui craignent une attaque iranienne. Et puis manifestation inédite à Paris, plusieurs milliers de policiers dans la rue sous les fenêtres du ministère de la Justice. Ils protestent contre les dysfonctionnements après l'affaire du policier grièvement blessé par un détenu en permission. Deux attaques au couteau donc tout à l'heure à Jérusalem, on vous en a parlé. Une femme de 70 ans blessée sérieusement, les 2 terroristes qui ont été abattus. Et ce soir, eh bien Mahmoud Abbas qui choisit lui de parler à la télévision palestinienne, de s'adresser donc à son peuple. On va retrouver Cyril Amar qui est en direct de Bethléem, donc dans les territoires palestiniens. Cyril, le calme est revenu, hein, vous nous le disiez tout à l'heure pour ce qui est de la situation des affrontements. Mahmoud Abbas qui s'exprime ce soir et qui a, semble-t-il, un discours qui n'est pas celui de l'apaisement.
Non, pas vraiment. Un discours assez court. On a l'impression que Mahmoud Abbas recycle les éléments de langage que l'on entend depuis plusieurs semaines, depuis le début des violences. Il faut dire, Jean-Charles, que depuis le début du mois d'octobre, depuis le début des violences en Israël et dans les territoires palestiniens, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, tient un discours pour le moins ambigu. D'un côté, il appelle au calme, en langue anglaise, lors de ses rencontres encore hier avec le président le président indien. Il a appelé à l'apaisement. Il a déclaré, assuré à son hôte que tous ses efforts convergeaient vers la désescalade. Et puis, on nous dit du côté du Shabak, les services de sécurité intérieure israéliens, que le président n'a pas mis fin à la coopération sécuritaire avec Israël. Mais d'un autre, Jean-Charles, il faut bien dire que lorsqu'il s'exprime en langue arabe, à l'attention de la population palestinienne, Mahmoud Abbas n'appelle pas du tout à l'apaisement, pas du tout à l'escalade. Il a aujourd'hui encore publié un communiqué dans lequel il a indiqué que le peuple palestinien était tout simplement sous une offensive israélienne, une offensive qui visait, je cite, à judaïser l'esplanade des mosquées, la mosquée d'Al-Aqsa. Vous voyez, donc c'est un discours très radical qu'il tient au sein de son peuple palestinien. Il n'a à ce jour pas encore condamné les violences qui ont éclaté au début octobre avec l'assassinat, on s'en souvient, du couple Henkin. C'était dans les territoires palestiniens. Donc, pourquoi Mahmoud Abbas joue-t-il ce double jeu? Pourquoi ses conseillers lui recommandent-ils de prendre le train en marche, de ne pas appeler à la désescalade? Il y a peut-être deux éléments de réponse, Jean-Charles. Le premier, c'est qu'il ne veut pas se mettre à dos une population palestinienne auprès de laquelle il est déjà très impopulaire. On s'entretenait tout à l'heure avec des habitants de Bethléem qui nous disaient que le véritable discours qu'ils attendaient, c'est celui de la rue, celui de ces jeunes manifestants qui en décousaient tout à l'heure avec les forces de l'ordre. Mahmoud Abbas n'est plus l'homme populaire qu'il a pu être dans les années 2000 ou même en 2005. Et il est donc très très impopulaire. Le deuxième élément de réponse, c'est que Mahmoud Abbas, que ces violences pourraient peut-être profiter à Mahmoud Abbas. Pourquoi? Parce que ça pourrait donner un aperçu, un avant-goût, aussi bien au gouvernement israélien qu'à la communauté internationale, de ce que pourrait être une troisième intifada dans les territoires palestiniens si le blocage du processus politique se poursuivait. Alors Cyril, on a un aperçu également avec cette phrase qu'a prononcée Mahmoud Abbas tout à l'heure. Je cite, les Israéliens tuent des enfants palestiniens. Donc référence évidemment aux terroristes qui sont abattus lors de ces attaques. On a un aperçu évidemment de la manière très différente dont les Palestiniens veulent interpréter cette vague d'attentats terroristes en Israël. Et ça aussi, ça met de l'huile sur le feu. Oui, les incidents alimentent d'autres incidents sur les réseaux sociaux. Pour les suivre en langue arabe, je peux vous dire que c'est un véritable déferlement de haine. Les vidéos sont partagées, les vidéos de ces terroristes palestiniens qui sont abattus, qui sont neutralisés par les forces de l'ordre. Tout simplement, il y a une espèce de victimisation au sein de la population palestinienne. Et Saïb Erekat, qui est d'ailleurs le numéro 2 de l'OLP, a indiqué ce matin qu'il allait saisir la Cour pénale internationale pour, je cite, juger Israël sur des exécutions extrajudiciaires dont seraient victimes les Palestiniens, dont les terroristes qui sont abattus par les forces de police israéliennes ou par l'armée israélienne et qui sont perçus ici dans la rue palestinienne comme des victimes et non pas comme des bourreaux. Merci Cyril Amar, donc en direct de Bethléem dans les territoires palestiniens où donc le calme aussi est revenu. Il y a eu des incidents encore aujourd'hui d'ailleurs à la frontière avec Gaza et Israël réfléchit à élargir la zone d'exclusion pour empêcher ces manifestants venus de Gaza de s'approcher de la clôture de sécurité israélienne. On parlait tout à l'heure de ces attaques et de ce bilan depuis près d'un mois maintenant, 7 morts, une centaine de blessés. C'est le bilan dressé ce soir par les services de secours israéliens, l'équivalent de la Croix-Rouge Magen David Adom en Israël, c'est comme cela que l'on appelle, et c'est évidemment eux qui sont les premiers à intervenir lorsque se déroule une attaque. Reportage auprès d'eux à Jérusalem, signé Maël Benoliel. Ils sont sur le qui-vive, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année, ils se tiennent prêts à intervenir. Encore plus ces dernières semaines. Bienvenue au quartier général de Magen David Adom à Jérusalem.
C'est ici que tout commence, depuis le premier coup de téléphone jusqu'au départ des ambulances. Nous sommes dans le centre d'appel d'urgence. Nous recevons ici tous les appels ou par téléphone ou par radio. À partir de là, nous dispatchons les équipes et les ambulances au plus vite pour donner les premiers soins dans tous les secteurs de Jérusalem. Magen David Adom, ou MADA, est une organisation humanitaire qui fonctionne uniquement à l'aide de dons. Cela fait 20 ans qu'Ilan est secouriste pour le service d'urgence israélien. Même s'il réfute pour l'instant la comparaison, les souvenirs de la seconde intifada ne sont pas très loin. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail ces derniers temps. C'est vrai que ça nous rappelle des souvenirs, l'intensité des événements, le fait que les incidents s'enchaînent. C'est vrai que ça y ressemble, mais j'espère que ça n'ira pas aussi loin que la seconde intifada. Vérification du matériel et dernier briefing avec son coéquipier Djabar avant d'arpenter les rues de la capitale israélienne. Notre mission au Magen David Adom, c'est d'arriver les premiers afin de sauver des vies. Et quand l'état d'alerte est au maximum, comme c'est le cas, on tourne dans la ville. Comme ça, s'il se passe quelque chose, nous sommes déjà en route. Une personne en sang qui s'est fait poignarder, si tu n'arrives pas à temps, après 3-4 minutes, ça peut déjà être trop tard. Hier encore, la journée n'a pas été de tout repos pour les deux amis. 2 attentats ont eu lieu au même moment. On en parlait avec Djabar ce matin. C'est trop, faut que ça s'arrête. Moi, je suis juif pratiquant, Djabar est arabe musulman, et bien ça fait des années qu'on vit ensemble. Nous sommes amis, nous sauvons des vies ensemble, et peu importe qu'il s'agisse de juifs ou d'arabes. Par la force des choses, les 2 collègues sont même amenés à soigner les assaillants. On soigne tout le monde, même les terroristes. Et quand ça arrive, je me dis qu'on est différent d'eux. Que jamais je ne ferai ce qu'ils ont fait, mais ça reste une vie à sauver, donc je fais mon travail, même si c'est dur. C'est à cet endroit que ce mercredi, dans un bus, 2 hommes ont commis une attaque sanglante. Un tirant au pistolet sur les voyageurs, l'autre poignardant des innocents. Arrivés rapidement sur les lieux, Ilan et Djabar ont fait tout ce qu'ils pouvaient. On a commencé à donner les premiers soins. Malheureusement, 2 avaient déjà perdu la vie. Nous avons fait le maximum pour emmener les blessés le plus rapidement possible à l'hôpital et en vie. Comme Ilan et Djabar, ils sont près de 2000 à travailler pour le Magen David Adom. Ils sont aussi plus de 12 000 bénévoles répartis dans tout le pays, prêts à intervenir à n'importe quel moment pour sauver des vies. On va retourner à Jérusalem en direct, justement, retrouver Julien Baloul. Julien, on revient évidemment sur ces 2 attaques de cette journée qui se sont déroulées avec très peu d'intervalle d'ailleurs. Oui, absolument. La journée avait pourtant bien commencé puisque les attentats n'ont commencé que vers la fin d'après-midi, vers 4h30 avec une première attaque juste derrière moi à l'entrée de la vieille ville. Un terroriste s'est approché des forces de sécurité. Les forces de sécurité ont remarqué qu'il était suspect, lui ont demandé de s'arrêter. Il a fui avec un couteau à la main. La police l'a immédiatement abattu. Quelques minutes après, ou plutôt une heure après environ, une autre attaque a eu lieu cette fois à l'entrée de la ville, à la gare routière, où un terroriste a blessé 2 personnes. Là aussi, il a été neutralisé par les forces de sécurité. L'atmosphère s'est un peu calmée ici à Jérusalem, mais tout le monde sait que la menace reste présente. Merci Julien Baloul, vous êtes donc en direct de Jérusalem où la situation semble relativement calme ce soir pour l'instant après les 2 attaques de tout à l'heure. Le pape qui demande pardon pour les scandales sexuels qui ont secoué l'Église catholique. François veut assumer les affaires et notamment celles de pédophilie qui ont longtemps été passées sous silence au sein de l'Église catholique. Julia Ganancia. La démarche est très rare pour un souverain pontife. Ce mercredi, lors de son audience générale, le pape François demande pardon au nom de l'Église pour les scandales récents ayant secoué Rome et le Vatican. La parole de Jésus est forte aujourd'hui, mais mauvaise aux yeux du monde à cause des scandales. Jésus est un réaliste. Il dit que les scandales sont inévitables. Mais malheur à celui qui causera des scandales.
Aujourd'hui, au nom de l'Église, je vous demande pardon pour tous les scandales qui ont eu lieu récemment à Rome ou au Vatican. Je vous demande pardon. Pas de précision sur les affaires visées face aux milliers de pèlerins rassemblés sur la place Saint-Pierre, mais le Vatican a récemment été secoué par plusieurs affaires très médiatisées, comme le coming out de Christophe Charomsa, c'était le 3 octobre dernier. Ma décision de révéler mon homosexualité est une décision très personnelle dans le milieu homophobe qui est celui de l'Église catholique. Ça a été très difficile. Je vous demande de garder en tête que cette réalité est difficile à comprendre par quelqu'un qui n'aurait pas vécu la même chose au cours de sa vie. Une émission de télévision évoquait encore mardi soir les relations homosexuelles de certains prêtres à l'intérieur du Vatican dans le passé, accréditant l'existence d'un lobby gay au sein du petit État. Parmi les scandales figure aussi l'affaire de l'ancien nonce polonais Józef Wieloszowski, retrouvé mort de cause naturelle selon l'autopsie, alors qu'il devait être le premier prélat jugé au Vatican pour acte pédophile. Ce n'est pas la première fois que l'Église exprime des regrets. Jean-Paul II avait engagé l'Église dans une démarche de repentance spectaculaire pour la Shoah ou l'Inquisition, tandis que Benoît XVI et François ont demandé pardon pour les affaires de pédophilie ayant secoué le clergé. Ils étaient les héros de la France frappés par les attentats de janvier dernier, mais ils se sentent aujourd'hui totalement délaissés. Plusieurs milliers de policiers ont manifesté tout à l'heure à Paris devant le ministère de la Justice après plusieurs dysfonctionnements et notamment cette affaire du détenu en permission qui a grièvement blessé un policier à Saint-Ouen il y a quelques jours. Julia Ganancia. La place Vendôme est noire de monde. Première fois en plus de 30 ans qu'il manifeste sous les fenêtres du ministère de la Justice. Respect pour les policiers. Réunis à l'appel de l'ensemble des syndicats de policiers, tous corps confondus, ils dénoncent la rupture entre police et justice et protestent contre des décisions de justice qu'ils jugent incohérentes. Aujourd'hui, on se sent les oubliés de la République après avoir été les héros. C'est-à-dire que depuis le mois de janvier, il y a eu beaucoup de paroles, des belles paroles qui sont touchantes et qu'on apprécie à leur juste valeur, mais il y a eu peu d'actes. Donc aujourd'hui, ce que réclament les policiers, ce sont des actes sur des perspectives d'avenir pour la police et les policiers et des actes sur une modification de la politique pénale. Si la colère gronde depuis des mois, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la fusillade au cours de laquelle l'un des leurs a été grièvement blessé le 5 octobre en Seine-Saint-Denis par un braqueur en cavale et fiché. Lors d'un discours devant les forces de l'ordre, Bernard Cazeneuve tente l'apaisement. Je veux vous redire la conscience très profonde qui est celle du gouvernement de prendre toute disposition pour que les dysfonctionnements qui ont pu être constatés soient corrigés. Et nous ne gagnons rien, jamais, à opposer la grande maison qui est la nôtre et qui porte des valeurs républicaines et protège les Français à d'autres maisons dont la mission est identique. Devant cette mobilisation exceptionnelle, le Premier ministre souhaite faire taire les mauvaises langues avec plusieurs chiffres. En 2014, 48 481 permissions de sortie ont été accordées, soit 22% de moins qu'en 2010. Et le taux de fuite en permission oscillerait autour de 0,5% depuis des années. L'ancien ministre de l'Intérieur annonce de nouvelles mesures pour calmer la colère des policiers. Il y a des dysfonctionnements, il faut les corriger. Nous entendons donc la colère des policiers. Nous entendons leur malaise. Mais il ne peut et il n'y aura jamais de rupture entre la police et la justice. Le chef du gouvernement a donc annoncé 10 mesures de simplification de la procédure pénale, à commencer par la gestion de la garde à vue et 3 mesures concernant les armes lourdes, dont un relèvement de 3 à 5 ans des peines encourues. Le président François Hollande recevra les syndicats de police et de justice la semaine prochaine. En Syrie, Américains et Russes vont désormais devoir se parler car plusieurs situations où des avions russes et américains se sont retrouvés très proches les uns des autres ont été répertoriés. Les deux aviations ciblent ensemble les mêmes groupes terroristes, ou en tout cas au moins l'État islamique. Joseph Emmanuel. Plus de 40 sites bombardés par les Russes en Syrie en moins de 24 heures. Des sorties aériennes pour frapper des cibles décrites comme terroristes. Dans les provinces d'Alep, Idleb, Latakia, Hama et Deir ez-Zor à l'est, les Russes sont désormais partout en Syrie
Et les tensions avec l'allié américain ne vont pas en diminuant. Depuis le Parlement russe, Sergueï Lavrov ne cache plus les dissensions. Notre président a demandé aux Américains de répondre enfin à nos propositions. Ils ont répondu qu'ils ne sont pas en mesure d'envoyer une délégation à Moscou, ni de recevoir une délégation russe à Washington, parce que nos collègues d'Amérique sont intéressés par des mesures qui aideraient à éviter des incidents. Y a-t-il donc un problème de coordination entre Russes et Américains ? La Russie est accusée par la communauté internationale de ne pas frapper Daesh, mais au contraire de frapper très fort les opposants au régime syrien. Les Russes rétorquent qu'ils frappent aussi Daesh. Le ton monte entre Washington et le Kremlin, tous les deux en action sur le même théâtre d'opération, au lendemain de l'annonce de la mort du numéro 2 de l'État islamique, et la mouvance djihadiste ne voit aucune différence entre les deux puissances. L'Amérique s'est réjouie de la mort d'Abd al-Qorachi en le présentant comme une grande victoire. La Russie sera vaincue si Dieu le veut, les États-Unis seront vaincus et iront en enfer avec leurs alliés. Daesh menace donc les deux protagonistes dans ce qui devient peut-être une guerre par procuration. Car même si tout n'est pas clair en Syrie, il est désormais avéré que Washington fournit des munitions à certains groupes rebelles, des groupes ciblés par la Russie. Une nouvelle stratégie qui n'est donc pas sans risque. Les deux puissances ne coopèrent plus et les Russes ont annoncé qu'un de leurs chasseurs s'était retrouvé à moins de 3 km d'un avion de chasse américain. Un rapprochement, signe d'éloignement, l'éloignement d'un règlement politique dans ce que certains qualifient de guerre entre Russes et Américains, une guerre encore improbable. L'État islamique et ses djihadistes ciblés donc par ces avions russes, américains, mais aussi français. Et on est d'ailleurs en ligne et en duplex depuis Paris avec Jean-Paul Ney. Bonsoir, vous êtes journaliste, écrivain. Vous sortez cet ancien livre intitulé « Pourquoi ils font le djihad ». Vous vous êtes intéressé justement à ce phénomène qui est très important en France. Qu'est-ce qui vous a semblait expliquer, selon vous, ce basculement tout d'un coup de cette jeunesse des banlieues ou françaises musulmanes vers le djihad? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait ce basculement? Bonsoir Jean-Charles. La première chose que je peux dire qui m'a motivé pour écrire ce livre, c'est que je travaille sur les questions sociales dans les banlieues, dans les cités sensibles. Je suis un ancien éducateur sportif. J'ai beaucoup travaillé avec des gamins, on est allé les récupérer. J'étais très jeune, j'avais 18-20 ans. Et j'ai déjà senti à l'époque le basculement. On était en 95. C'était l'affaire de Khaled Kelkal, ce jeune franco-algérien qui a déposé des bombes, notamment dans le RER parisien. Et puis ensuite, il y aura une bombe le long d'une voie de TGV qui permettra de remonter à ce réseau algérien qui était lié de très près au GIA et aux islamistes algériens. Donc déjà à l'époque, on avait des banlieues qui étaient délaissées, et ça c'est une question sociale importante, parce que vous savez qu'on vous retrouvait en face de plusieurs élus socialistes qui vous invitent, et je vous parle de ça il y a une quinzaine d'années, oui une dizaine d'années, ils vous invitent, ils vous demandent mais c'est quoi le terrorisme? Ça vient d'où? En France, le terrorisme, c'est une question de désintégration. Notre jeunesse n'est pas intégrée. On a voulu assimiler leurs parents, ils se sont désintégrés. Et vous savez, quand vous êtes un gamin de banlieue, et je ne suis pas là pour forcément être leur porte-parole, loin s'en vaut, c'est pas ça, c'est une analyse de terrain. Vous savez, quand vous êtes un gamin de banlieue, vous avez d'énormes difficultés pour vous intégrer parce qu'on vous a mis dans un coin, et ça ne justifie pas tout non plus. Ça ne justifie pas des actes incroyables comme ceux qu'on a pu voir récemment. Et il y a aussi un antisémitisme qui est en train de monter. Il y a aussi, hélas, Dieudonné et Soral qui sont devenus, auprès de cette jeunesse, ils sont devenus leurs professeurs d'université. Cette université qu'ils consultent tous sur leur téléphone et via Internet, qui s'appelle la Soralosphère, la Dieudosphère ou Wikipédia ou encore Indymedia. Donc vous avez des gamins qui sont complètement désintégrés, qui ne sont plus dans cette espèce de pacte républicain, et qui, quand ils se regardent dans un miroir, qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux? Ils ont un petit black, un petit rebeu, comme ils disent. Et dans ce cas-là, vers qui on se retourne? On se retourne vers ceux qui vous ressemblent. Et là, on a une question sociale et identitaire très importante. Et c'est à ce moment-là, là où l'État a échoué, là où les élus
ne sont que élus et restent dans leur mairie, là où les associations ne font que prendre des aides sociales et des aides de l'État, eh bien là vous avez les islamistes qui sont comme je le dis dans le livre, qui sont en embuscade. Et malheureusement, eh bien ils leur mettent la main dessus. Oui, on a un effet social, oui, on a un effet d'abandon, un effet sectaire qui est amplifié par la mouvance djihadiste en ce moment, et notamment par l'État islamique, qui, avec ses messages, fascine la jeunesse parce qu'il y a des codes des jeux vidéo, il y a des codes du cinéma. Vous savez, je suis en train de travailler sur une série digitale qui va expliquer comment un gamin se retrouve jusqu'en Syrie. Eh bien, je reprends les mêmes codes que ceux qui sont utilisés par l'État islamique pour les combattre et pour passer le message et essayer de sauver des jeunes. Alors, vous savez, dans les banlieues, il n'y a pas que des gamins, mais il y a de Laurent Barre aussi. Ouais. Jean-Paul, ce qui est étonnant, c'est qu'on constate aujourd'hui encore, malgré tout ce qui s'est passé, ces attentats, ces mesures qui sont mises en place, notamment ces numéros de téléphone pour empêcher les radicalisations, que les nombres de candidats venus de France pour partir en Syrie continuent d'augmenter régulièrement et que dans les mois qui viennent de s'écouler, il y en a encore eu beaucoup qui ont réussi à partir en Syrie. Ça ne s'arrête pas finalement ? Alors ça ne s'arrête pas. Il y a 2 ans, j'ai dit, ils sont une centaine, ils sont 100, 200 à partir. On m'a traité de fou furieux, de malade mental, hein, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et forcément, aujourd'hui, on est à 500, 600. C'est-à-dire, à chaque mois qui passe, on a un gouvernement, on a Manuel Valls qui rajoute des petits chiffres par-ci, par-là. Les filières, alors parlons bien du vocabulaire, les filières impliquent donc des gens qui travaillent sur les papiers, sur le transport, jamais sur le retour. Vous vous doutez, le retour c'est autre chose, c'est pour plus tard. La seconde vague, elle va nous revenir et elle sera beaucoup plus puissante que les Kouachi, que les Mera ou que les Koulibaly. Et ce qui se passe, c'est que vous avez une filière où il y a à peu près 2000 personnes impliquées, donc qui démarre à Paris, supposons qui finit à Raqqa. Et puis, entre-temps, cette filière, elle sert à acheminer et à donner les papiers à des jeunes, des familles entières qui veulent faire la hijra, qui veulent immigrer. Mais parmi ces familles et parmi ces jeunes, il y en a, tous ne veulent pas combattre. La majorité veulent simplement vivre dans cette espèce de rêve éveillé qui n'est qu'un cauchemar, hein, qui est Daesh, qui est l'État islamique. Là, vous avez dans ce groupe entre 500 et 800 personnes qui sont des combattants actifs. Combattants actifs, ça va de la logistique jusqu'à celui qui veut se faire sauter en France. Et notamment, il y a quelques jours, nos rafales ont bombardé un camp d'entraînement de Daesh qui était un camp où se regroupaient des Français, des francophones. Ceux-ci ne sont pas destinés à combattre les Irakiens ou les Syriens dans la zone du Levant, hein, cette zone à cheval entre l'Irak et la Syrie. Ils sont destinés à l'Europe, à la France, ils sont destinés à faire des attentats en Europe et en France. Alors ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité stratégique. Il faut arrêter d'écouter Moaz Guider quand il passe dans différents plateaux. Heureusement que vous ne l'invitez pas, parce que je serais fâché contre vous. Mais il faut arrêter d'écouter ce monsieur qui vous dit... Entre parenthèses, ça a été le précepteur de l'actuel émir du Qatar. Moaz Guider, il vous dit, Mathieu Guider, ah mais non, l'État islamique n'en veut pas à la France. C'est faux. Ils ont un objectif expansionniste. Et attendez, l'actualité me donne raison. Il se trouve que Koulibaly, qui attaquait l'hypercacher, vous le savez maintenant, a reçu des directives depuis la Syrie. Donc c'est pas moi qui l'invente. Donc on est sûr aujourd'hui que ces fameux loups solitaires, comme on les appelle, sont pilotés à chaque fois par l'État islamique. Est-ce qu'on sait si ce sont justement des djihadistes français qui pilotent ces attentats depuis la Syrie ? Alors, vous savez, l'État islamique, Daesh, est très bien organisé pour une raison. C'est que ce sont des anciens militaires, des hauts cadres du parti basse de Saddam Hussein qui se sont regroupés et qui finalement ont pactisé avec le shaitan, avec le diable. Ils ont pactisé avec les djinns, les démons, et ils sont devenus un groupe très actif et très organisé, beaucoup plus que ne l'était Al-Qaïda ou même Al-Qaïda en Irak, Al-Nosra. Sachez une chose simplement, aujourd'hui, si on fait le point, il se trouve que vous avez plusieurs Français dont l'objectif est de revenir
Mais quand vous quittez la France, vous devenez aveugle. Il vous faut du renseignement en France. Ce renseignement aujourd'hui, alors ça c'est un fantasme de l'extrême droite, vous savez ce vieux fantasme de la 5e colonne, eh bien malheureusement il existe, non pas le fantasme, mais effectivement il y a une toute petite 5e colonne, une toute fine. Il y a des gens aujourd'hui qui donnent du renseignement à l'État islamique. Ces gens sont en contact avec ceux qui sont partis, ce sont des amis, des proches, alors ils font des repérages. Si je vous dis que l'hypercacher a été pour Koulibaly une cible d'opportunité, c'est vrai et c'est faux à la fois, puisqu'il avait déjà prévu de s'attaquer à cette école juive non loin du lieu où a été abattue cette policière municipale. Donc il y a eu des repérages. On le sait parce que j'ai des contacts dans la communauté juive en France, notamment à Paris, qui m'ont expliqué avoir transmis des dossiers à la police sur des gens qui surveillaient les alentours, qui repéraient des magasins, des lieux de culte de la communauté juive en France, à Paris. Donc il y a aussi d'autres profils. Ce n'est pas forcément des profils lambda. Malheureusement, vous avez des gamins actuellement qui sont en train d'aider leurs copains qui sont en Syrie. Merci Jean-Paul Ney. On va remontrer la couverture de votre livre, hein, Pourquoi ils font le djihad, qui est publié donc, et qui est sorti en France. Merci d'avoir été notre invité depuis notre studio à Paris pour évoquer donc, ce phénomène. Enquête sur la génération Mera, c'est aux éditions du Rocher. Merci d'avoir été en direct depuis Paris. On va se retrouver nous dans une dizaine de minutes. On reviendra évidemment sur la situation ici en Israël et on évoquera notamment les propos de John Kerry avec un débat à ce sujet, puis un nouveau journal dans un instant, évidemment sur i24 News. On revient évidemment à la situation sécuritaire en Israël. On va parler dans un instant de la lecture politique, diplomatique que font les Américains et notamment John Kerry et de ce qui se passe et de cette vague de terreur avec encore ces 2 attaques perpétrées aujourd'hui à Jérusalem qui ont fait une blessée, une femme de 70 ans. Mais retour depuis le début du mois sur tous ces événements et leur contexte. C'est un sujet préparé par Anthony Lesme. 3 jours continus d'affrontements. C'était il y a un mois, du 13 au 15 septembre dernier, l'esplanade des mosquées s'enflammait. Les 2 camps se font face et la tension monte graduellement. En effet, depuis le début de l'année, plusieurs attaques au couteau ont déjà été perpétrées contre des soldats israéliens et des juifs ultra-orthodoxes. Le 13 septembre, un automobiliste israélien perd le contrôle de son véhicule après avoir reçu des pierres. Il décède. À partir du 18 septembre se succèdent des manifestations violentes en Cisjordanie, à Naplouse et à Hébron. De très nombreux blessés, 2 morts palestiniens dans ces 2 villes. Le discours se tend, les mesures aussi. Le président de l'autorité palestinienne parle d'une 3e intifada. Netanyahou, lui, autorise l'utilisation de balles réelles par son armée en cas de danger lors de manifestations violentes. Le 30 octobre, Mahmoud Abbas à l'ONU menace de briser les accords d'Oslo. Nous déclarons que nous ne pouvons pas continuer à être liés par ces accords et qu'Israël doit assumer pleinement toutes ses responsabilités de puissance occupante. Le lendemain, un double assassinat plonge Israël dans la stupeur. Un couple juif décède, criblé de balles près de Naplouse sous les yeux de leurs 4 enfants qui échappent par miracle à la mort. Une chasse à l'homme débute en Cisjordanie, au début Naplouse, ensuite Jenin, Ramallah. Le 3 octobre, un Palestinien de 19 ans poignarde mortellement 2 Israéliens dans la vieille ville de Jérusalem. Depuis, les attaques se multiplient, déclenchant une véritable psychose. Des dizaines de Juifs israéliens sont blessés, 7 ont perdu la vie, 2 sont encore dans le coma, dont un enfant de 13 ans. Côté palestinien, hors terroriste, 15 personnes ont été tuées au cours d'opérations ou d'échauffourées avec les forces israéliennes. Mahmoud Abbas appelle désormais au calme et Netanyahou engage toujours plus de force sur le terrain. Il continue de fustiger les incitations à la haine, y compris celles, selon lui, de l'autorité palestinienne. Malheureusement, tout cela vient des incitations du Hamas, de l'autorité palestinienne et du mouvement islamiste en Israël, qui ont répandu un mensonge. Celui qu'Israël était en train d'essayer de faire changer le statu quo sur le mont du Temple. Nous sommes les garants de ces sites sacrés musulmans. Le 9 octobre, la bande de Gaza s'invite tragiquement dans le conflit. Le long de la barrière de sécurité, des manifestants viennent provoquer et forcer, selon Tsahal, les barrières de sécurité.
7 Palestiniens sont tués, des dizaines sont blessés. Le Hamas d'Ismaël Haniyeh appelle à encourager l'intifada. Mardi 13 octobre, journée noire, 5 attaques. 3 Israéliens tués à Ranana et à Jérusalem. Le gouvernement décide de fermer pour la première fois l'accès de certains quartiers de Jérusalem-Est, mais aussi de renforcer la sécurité des villes israéliennes. Et donc ces 2 attaques ce soir qui ont fait un blessé, 2 terroristes qui ont été abattus, et pas sûr que la tonalité d'ailleurs soit à l'apaisement. On va parler de tout cela avec nos invités. Professeur Richard Landes, bonsoir. Bonsoir. Vous enseignez l'histoire à la Boston University aux États-Unis. Nitzan Horowitz est là, bonsoir à vous. Vous êtes journaliste et ancien député à la Knesset pour le parti Meretz. Quand je parle d'apaisement, il y a ce qu'a dit John Kerry, on va y revenir, mais ce qu'a dit Mahmoud Abbas ce soir. Quand vous l'entendez l'un et l'autre dire qu'Israël, je cite, exécute des enfants palestiniens dans les rues, il fait référence à ces terroristes qui sont souvent très jeunes et qui ont été abattus après avoir tenté ou parfois tué et blessé des Israéliens. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous pensez qu'il fait cela pour plaire à son peuple et qu'il finalement il faut le placer dans ce contexte, ou est-ce que c'est finalement une forme d'incitation, ce que dit Mahmoud Abbas ce soir? C'est certainement une forme d'incitation. Il y a même, on essaie de faire passer l'image du garçon de 15 ans qui a poignardé un garçon de 13 ans et qui a été abattu, et on dit c'est comme Mohamed Adoura. Mohamed Adoura, s'il a été tué, c'est qu'il était un innocent. Ici, c'est un terroriste. Et en fait, c'est un terroriste qui a été instruit par une génération qui a employé Al-Doura comme icône de haine. Et donc, c'est bien sûr pour inciter, pour dire à ces gens, comme avec Al-Doura, voilà, ils tuent des pauvres petits-enfants innocents. En fait, c'est tellement bizarre de parler comme ça qu'on se demande comment les gens à l'extérieur pourraient y croire, mais en fait, on voit que ça marche même avec les Européens, les Occidentaux, qui ont tendance, il y a des articles dans la presse occidentale, les 16 Palestiniens tués par Israël, il n'y a aucune mention des gens qu'ils ont tués. Nitzan Horowitz, comment vous recevez ce qu'a dit Mahmoud Abbas ce soir? Bon, d'abord, nous sommes tous choqués par cette vague de terrorisme dans notre pays. Tous les jours, chaque jour, il y a des morts, il y a des blessés. Juifs, arabes, c'est une tragédie immense. Je ne sais pas si c'est déjà la 3e intifada, mais c'est affreux ce qui se passe. Et il faut surtout calmer la situation, apaiser la situation, arriver à une discussion pour avoir la stabilité et arrêter cette violence qui nous touche tous. Et donc, ce qu'a dit Abou Mazen, c'est regrettable. Ça aide pas à nos efforts, aux efforts de calmer la situation. Et c'est pas exactement ce qu'il faut dire à ce moment-là. Il faut appeler à tous les partenaires de calmer la situation. Et il faut appeler à tout le monde, juifs et arabes, de ne pas réagir par la violence. On a la police, on a l'armée, on a les forces de sécurité, et ce n'est pas le rôle de chacun dans la rue de tuer ou de blesser ou de faire quoi que ce soit. Il faut se protéger, bien sûr, mais au-delà de ça, c'est le rôle de la police et pas à nous les citoyens. Voilà. Alors, ce qu'a dit John Kerry maintenant, parce que ça aussi, c'est une façon aussi de revoir et de recevoir ce qui se passe ici au Moyen-Orient. John Kerry qui parlait hier soir, on l'a entendu tout à l'heure, donc aux États-Unis, et qui dit que pour lui, ce qui entraîne cette vague de terreur et ces attentats terroristes qu'il condamne, évidemment, eh bien, ce sont les activités de construction d'Israël, c'est-à-dire ces fameuses implantations Judée-Samarie ou Cisjordanie, enfin on peut appeler ça comme on veut, mais c'est quand même reçu comme une activité, on va dire, d'implantation que ne reconnaissent pas les États-Unis. Alors, est-ce qu'il a raison de lier ces deux événements, selon vous, ou pas, Richard Landes? Pas du tout. Et en fait, il a cité mal les statistiques qui, en fait, disent que les colonies, comme on dit en français, il y a moins de construction pendant cette période avec Bibi que depuis 1995.
Donc il a en quelque sorte exactement la chose à l'envers, mais ça représente, me semble-t-il, une attitude qui est très étendue, surtout parmi la presse, mais aussi maintenant dans les cercles de politique aux États-Unis, l'administration courante, et c'est-à-dire que finalement, c'est Israël qui est la cause de la violence. Il y a même un type sur le BBC qui a interviewé Mark Regev et qui a dit, mais qu'est-ce qui explique qu'il y a des enfants de 13 ans qui croient que leur vocation dans la vie, c'est de tuer des Israéliens. Certainement, c'est à cause de ce que vous les faites. Les choses que vous faites, et il les voit, et comme ça, et il n'y a absolument rien sur l'enseignement de la haine, de l'enseignement, l'incitation à la violence, que, comme cette expression de Abbas représente, se fait tout le temps chez les Palestiniens. Les enfants de 13 ans ne sortent pas dans la rue tuer quelqu'un s'ils n'ont pas été préparés à ça pendant beaucoup de temps. Que Kerry croit que le problème, c'est les colonies. Que Kerry croit que s'il vient ici, il force les Israéliens d'arrêter toute cette construction, ça va améliorer l'affaire, c'est une folie assez extraordinaire. Je suis d'accord avec l'attitude générale de l'administration américaine que l'impasse politique, l'impasse diplomatique crée une tension qui mène à la violence. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'espoir, la violence monte. Et c'est clair. Et les négociations ont été gelées il y a 2 ans. Déjà, on a eu une guerre à Gaza avec des milliers de morts de l'autre côté et une centaine chez nous. Là, maintenant, cette vague de terrorisme. Et s'il n'y a pas quelque chose dans l'horizon, une vision, une idée de paix, de réconciliation, un espoir pour l'amélioration pour le peuple, alors là, la violence va prendre la main. Et je crois que nous, en tant qu'Israéliens, c'est notre intérêt à nous de briser l'impasse et de renouveler les négociations. Alors, on peut parler de colonies, on peut parler de Jérusalem, on peut parler de l'économie, on peut parler de tout. De l'incitation. De l'incitation, bien évidemment, mais il faut parler, il faut négocier. On n'est pas dans la Lune, on n'est pas sur la Lune. On habite ici. Il y a presque 6 millions, 7 millions de Juifs, il y a presque le même nombre des Arabes qui habitent entre la Méditerranée et la rivière, le Jourdain. Et puis, il faut vivre ensemble. Et si on ne se parle pas, alors là, on est en guerre civile ou en vague de terrorisme, ou guerre à Gaza, ou intifada, 4e, 5e. Il faut finir avec tout cela. Mais quand on voit ces images quand même, qui sont terribles, de ces terroristes qui s'acharnent avec une hache sur des victimes au sol, on peut se dire que c'est lié uniquement à des constructions? Non, bien sûr que non. Pas du tout. C'est lié au fait qu'il n'y a pas une solution, qu'il y a une racine malade entre nous, Israéliens et Arabes, et on n'arrive pas à trouver une solution, une formule pour vivre ensemble dans ce pays. Parce que nous, les Juifs, on ne va pas disparaître. Les Arabes, ils ne vont pas disparaître. Il faut se respecter. Il faut avoir une vie commune ici dans ce pays. Voilà. Je crois que le problème, ça revient à la question, c'est quoi l'espoir qui est frustré par nous? Et moi, je dis pas ça au sujet de tous les Palestiniens, mais je dis ça au sujet des dirigeants palestiniens et des jeunes gens qui s'agitent à présent. Pour eux, l'espoir, c'est de nous chasser. C'est pas l'espoir de vivre ensemble, c'est de nous chasser. Et ils sont frustrés dans cet espoir. Alors, si le monde nous dit « Ah, c'est vous qui les frustrez », normalement, ce qu'ils font, c'est une sorte d'égotisme cognitif où ils projettent leur propre mentalité. Ils se disent ils veulent une nation, les Israéliens les frustrent dans cet espoir. Mais en fait, l'espoir, c'est de nous chasser d'ici. Et là, il me semble que... Alors, il ne faut pas donner ces garçons-là l'initiative de nous diriger. Regardez ce qui se passe. Le gouvernement ne fait rien depuis des années. Et donc, chaque garçon qui prend un couteau, c'est lui qui mène la situation. C'est à nous d'avoir une initiative diplomatique et politique. Et Oslo, ce n'était pas une initiative. Bien sûr, mais ça fait déjà 20 ans. Mais pourquoi ça a échoué ?
À cause de vos colonies. Ah oui. Ah ben alors, voilà. alors c'est ça. C'est ce que appelle Matty Friedman appelle ça le culte de l'occupation. C'est-à-dire l'occupation, c'est le grand mal. Mais en fait, le grand mal... Mais ça n'existe pas. Ça existe. Ah ben. Mais le grand mal, c'est que les Arabes nous croient que ici, c'est l'occupation, que tout Israël est l'occupation. C'est ça le problème. Nous, on a été prêts à faire toutes sortes de concessions. Il n'y a pas de concession, sauf disparaître, qui va leur plaire. Alors, si on dit, et ils ont dit tout haut que Oslo c'était un cheval de Troie et les gens plutôt que d'écouter à la Cohen ont écouté à Sinon et ils ont dit ah non amenez Oslo et ils sont sortis du cheval, on a eu la deuxième intifada et maintenant ils essaient de monter une troisième intifada. Je crois pas que ça va marcher, j'espère que ça va pas marcher. Écoutez, il faut dénoncer le terrorisme, c'est clair, je suis contre toutes sortes de violences. Mais il n'y a pas seulement, il faut que vous compreniez cela, il n'y a pas une solution militaire uniquement pour ce conflit. Bien sûr qu'il y a des moyens militaires pour résoudre le problème, mais on ne peut pas s'arrêter là. Au-delà de la solution militaire, il faut avoir une solution politique. Et on ne peut pas ignorer cette solution-là. Mais on ne peut pas... Et si on attend encore 1 an, 2 ans, 10 ans, on va avoir encore de guerres et encore de morts et de blessés. Et ça, c'est une tragédie immense pour les Juifs et les Arabes qui habitent dans ce pays. Je suis tout à fait d'accord, mais il se peut qu'en faisant des choses de notre part, sans réciprocité de leur part, on crée une situation qui empire plutôt qu'améliore les choses. Et là, c'est le problème. Et moi, je crois que si on veut trouver quelque chose, il faut commencer par les problèmes d'une culture de haine génocidaire. Mais vous savez c'est aussi, pas... vous avez tout à fait raison, mais ça, malheureusement, ça existe chez nous aussi en Israël. Il faut le dire. Pas du tout. Mais bien sûr que mais vous savez... Mais il n'y a pas de comparaison. Mais vous savez qu'il y a 2 jours, je le justifie... Jamais. Mais il y avait un juif qui a été poignardé à Kiryat Atta par un autre juif parce que lui, il pensait que c'était un arabe. Vous voyez la folie? Oui, je vois la folie, mais il faut dire que la télévision israélienne n'est pas pleine d'exhortations au génocide. Il n'y a pas de comparaison. C'est totalement... Mais vous venez de faire la comparaison. Je parle de notre responsabilité comme un pays fort, comme un pays avancé, de faire quelque chose pour arrêter la tragédie. Et c'est à nous de le faire. Je vais devoir vous arrêter là. Ça aurait été intéressant de continuer. En tout cas, merci Richard Lander, merci les Landès, Richard Landès et Nitzan Horowitz. Merci à tous les deux. Nouveau journal à venir.